Et cet être remarquable, comme beaucoup d'êtres remarquables, se trouve être sensible à la flatterie. Bon, c'est une chose. Il n'en demeure pas moins ici que, comme être remarquable, il réagit à la fin. Et donc, effectivement, l'ifous qui trop s'abandonna, prendre le cuida, renard s'y faillit. Il a failli, en fait, s'en saisir, en le flattant, etc. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est que celui qui intéresse renard, c'est le corbeau et pas le fromage. Ce n'est pas ici quelque chose en fait, de métonymique et ce n'est pas un fonctionnement, et mes collègues en fait, 17e très probablement reviendront sur cela, il y a absolument matière à discussion, mais je crois ici en fait que pour ce qui est de la fable médiévale, ce qui est véritablement discuté ici, c'est quelque chose encore une fois comme ce que je montrerai donc, pour le dernier cas, Renard intervient comme primus inter pares. Renard est véritablement ici premier peut-être, mais parmi les siens, premier en fait parmi des gens qui sont tous des représentants de la société féodale et qui se disputent et qui se disputent en fait quelque chose en fait comme un pouvoir que Renard évidemment réussit non pas à prendre, mais peut-être en fait à désigner, il réussit à jouer en fait avec ce pouvoir. Tieslin ici pour le quitter donc est plein d'ire et Renard s'en veut escondir. Évidemment le corbeau donc manque échappé, Renard essaye de se justifier. Et la fable s'achève, en fait, ou plus exactement la branche ou le morceau de branche, j'y reviens tout de suite, sur l'idée, les fromages soient vôtres, plus n'aurez oui mais del nôtre, tu n'auras plus rien de nous, tu n'auras plus rien de moi, en fait, lui dit le corbeau aujourd'hui, et Renard s'en contente, car finalement, c'était cela qu'il était venu chercher, apaiser sa faim. Le problème, en fait, c'est précisément, encore une fois, que primus inter pares, Renard l'est bien. Et Renard l'est, en fait, à propos, je dirais, de cette composition qui est celle en fait de ce texte. Le texte en fait de Renard, je dirais, fonctionne essentiellement comme une démultiplication, comme ce qu'on a appelé en fait pour le désigner une arborescence, une série de branches. C'est une série en fait de sketchs, une série d'histoires effectivement, drôles ou pas, je ne sais pas si elles sont drôles, en tout cas elles fonctionnent effectivement comme une arborescence, et une arborescence en fait autour, je dirais, de cette énigme qu'est le personnage de Renard. Le mal l'air, le soudouillant, c'est-à-dire en fait le mauvais larron, et le séduisant, ben oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui est capable de jouer de mauvais tours, comme celui que je cite ici. Et le problème, en fait, c'est que ce mauvais tour qui est cité ici, et qui est le tour, effectivement, qu'il a joué à Isengrin, l'un des tours qu'il a joué à Isengrin, sont des choses extrêmement graves, et que, en fait, le problème du roman de Renard est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible procès. La branche en question que je vous cite est la première, et c'est celle où le roi noble, le lion, essaye de réunir tout le monde. Renard s'échappe, Renard ne vient jamais, et Renard ne rend donc jamais justice. Il ne fait jamais drouet ici, ni de la voutire, ni ici du compissage en fait des louveteaux. Les choses sont extrêmement violentes. À vous de voir en fait si vous avez envie d'aborder ces choses avec vos élèves. Moi, je les crois très porteuses, je rigole, moi je le ferai, bien évidemment. Je pense en fait qu'on peut le faire, mais je pense qu'il faut le faire en ayant pour Renard tous les égards qu'il mérite, et encore une fois, en voyant en lui un être avant tout séducteur, un être avant tout, effectivement, qui joue et se joue du pouvoir, plutôt que de s'y soumettre, et plutôt, en quelque sorte, ici, que de le considérer comme quelqu'un de rusé. Je ne sais pas s'il est rusé, je me demande en fait si le terme est approprié. Et donc, encore une fois, en ce qui concerne donc, la possibilité d'approfondir cette image de Renard, je vous donnerai quelques références, je vous en ai donné, et pour comprendre effectivement que c'est avant tout un personnage séduisant, et j'en viendrai pour achever mon exposé enfin, et je vous prie de m'excuser, donc à la question de savoir quand est-ce qu'on pourrait aborder Renard, pour quelle classe. Je ne reviendrai pas à l'énoncé qui s'en est déjà, effectivement, qu'on a déjà commenté, on va dire. Résister au plus fort, ruser des tours qu'invente le faible aux dépens des puissants. Je ne vois pas bien, en fait, ce que cette problématique aurait à faire avec Renard, et donc je la récuse pleinement. Et ici, en fait, je pense qu'on pourrait plutôt aborder Renard comme un individu et voir, effectivement, dans quelle mesure il propose une confrontation de valeurs avec Noble, qui ne parvient pas à le condamner. Il va également, en fait, coucher avec la femme de Noble, avec Fière, la lionne. Enfin, bon... Des choses se passent, effectivement, et il ne sera jamais jugé. Bon, quelle justice, en fait, pour quelle société? Pouvons-nous juger Renard, organiser un procès avec vos élèves, en fait, pour savoir qui est coupable ou non de Renard, ou de ses amis, et peut-être on aura des surprises, effectivement, car les enfants ne sont pas tendres, et peut-être que la cruauté de Renard leur parlera, et qu'elle sera un peu comme la cruauté du loup, quelque chose, effectivement, qui mérite les égards, qui mérite la réflexion, je ne sais pas. J'en viens enfin à la question de l'adaptation, c'est mon avant-dernière image. C'est bien la seule fois où j'en parlerai. Et effectivement, je crois que vous pourrez trouver, en ce qui concerne Renard, dans les deux adaptations que je vous propose, que ce soit le film de Wes Anderson, ou que ce soit en fait un film plus ancien, le film en fait de Irène
Et le film d'Estarévitch, qui est un film en fait composé dans les années 30 et qui est finalement sorti dans les années 40, où là, me semble-t-il, on a véritablement affaire à une image, à une interprétation, à une lecture en fait du roman de Renard, qui ne fasse pas de lui en fait un faible vis-à-vis d'un puissant, non, et qui fasse de lui en fait simplement le grand seigneur qu'il est, parmi ses pairs, parmi ses égaux, Noble le roi, Isengrin, ou encore même Tiesselin, donc le corbeau. Je vous remercie pour votre patience. Je vous la mets au tableau. Voilà. Marie-Laure, vous souhaitez rebondir en images ou pas sur, sur certains aspects? On ira plus vite sans les images, mais oui, j'ai des questions, des remarques. Peut-être certains veulent commencer, mais alors, Renard, oui, merci beaucoup. Les choses sont claires et bien posées, d'autant que, effectivement, on trouve des extraits du roman de Renard dans les séries Castor Poche. Si vous avez peut-être vu, dans les histoires du père Castor, on a ces histoires de la pêche à la queue racontées, réécrites. Alors du coup, il y a deux questions. Il y a la question de la réécriture, dont on peut parler peut-être dans le temps qui nous reste, si je cadre deux choses. La question des réécritures qu'on peut donner à nos élèves. Vous avez abordé ça très rapidement au début, les séries qui leur plaisent beaucoup. Mais peut-être toutes les réécritures, toute la littérature jeunesse autour de la matière de Bretagne, est-ce qu'il y a moyen de s'en emparer en classe pour revenir au texte du Moyen-Âge, pour travailler et puis revenir sur l'oral après, parce que c'était très intéressant aussi. Je ne sais pas du tout, pour le coup c'est vous qui travaillez avec cette littérature jeunesse la plupart du temps, moi je ne travaille pas avec. J'ai tendance à considérer en fait qu'elle n'est pas indispensable. Mais je ne sais pas, enfin, je pense en fait qu'on peut parfaitement aborder, je dirais, un texte comme le roman de Renard en leur montrant un certain nombre de choses. Alors on est de toute façon, pour prendre l'exemple de Renard, il serait contradictoire avec l'esprit de Renard de prendre quelque chose de long. Ça n'est pas la peine, en fait. Donc pourquoi, en fait, aller choisir quelque chose qui soit complètement traduit, qui soit éventuellement édulcoré? Mais c'est peut-être moi qui me trompe, c'est peut-être vous qui allez dire, mais pas du tout. Pas du tout, en fait, les textes sont parfaitement respectés dans l'adaptation, etc. Je pense, en fait, que la logique propre, qui est celle de ce texte, elle est mieux respectée par le texte original, que vous pouvez servir, en fait, en traduction. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de leur faire tout lire, me semble-t-il. On peut très bien, en fait, avoir une attention scrupuleuse pour un ou deux vers, et essayer de leur faire comprendre à partir de ces deux vers, qui parle, qui agit effectivement, quel est l'enjeu en fait du texte en question. Je ne sais pas, enfin, comment vous voyez les choses. En fait, c'est plus une question que moi j'aurais envie de vous poser qu'une question à laquelle je serais apte à répondre. Je vous avoue en fait que non, c'est peut-être pas mon travail, mais ce que j'aurais envie de défendre, c'est que c'est peut-être pas le vôtre non plus. Je ne sais pas. Oui, j'étais en train de repenser aux critères du héros. Du coup, pardon, j'arrive tout de suite sur le fait que le texte de Chrétien III déconstruit les codes du plus grand chevalier du monde, peut-être en retournant au texte. On n'a pas cette linéarité de l'Antiquité à nos jours. On a ça dans les textes du programme, de la présentation du héros. On a à la fois dans le groupement, dans le domaine qui nous est proposé, l'épopée et les romans de chevalerie, peut-être des choses à ne pas prendre de façon linéaire, ou chronologique, pour réinterroger la notion de héros dans l'histoire. Je pense que c'est mieux, et je pense que vous ferez mieux jouer les choses. Maintenant, il me semble aussi que vous devez, et c'est pas non plus forcément une mauvaise chose, aborder des œuvres en continu, c'est ça. Enfin, il y a des lectures suivies. Je fais pas bien la différence entre. Donc ça veut dire qu'en fait, vous devez prendre 3-4 textes dans un texte, c'est ça, enfin dans un roman, pour construire une image globale. Je ne sais pas. Je me permets d'intervenir un instant là-dessus, y compris pour répondre sur la question des versions pour la jeunesse. Je pense qu'en effet, la lecture qu'on appelle généralement cursive, donc in extenso et plus libre d'un texte, c'est pas le même régime que le fait de s'attarder et de réfléchir sur un extrait. Je pense que la question peut-être que peut poser l'usage de la littérature pour la jeunesse, c'est quelle relation on va trouver entre telle adaptation, telle transposition, et puis le texte résistant. C'est-à-dire qu'il est important que les élèves s'emparent du mythe avec plaisir et facilité, peut-être à certains moments, pour plonger dans cet univers-là. Il ne faut pas que ça supprime les aspérités et l'altérité de ce qu'est le texte lui-même. Je pense que c'est à ça que nous sommes en train de réfléchir. Oui, il y avait une remarque tout à l'heure. Oui. Donc vous êtes filmé depuis 10 minutes, avant. C'est très étrange du coup. Bonjour, Madame Fin-Silbert du Collège La Canale. Juste
pour témoigner dans une classe de 5e avec le roman de Renard. Donc on a visionné le film qui a été très bien reçu par les élèves, celui d'Essarevitch. Et aussi on a travaillé avec le texte qui est en version de poche 10-18 médiévale. Donc je ne sais pas si elle est correcte, mais enfin c'est de l'ancien français avec la traduction. Juste un court extrait, et les élèves ont été très sensibles, très curieux de cette langue. Il y avait une grande appétence à regarder ce qui était différent. Ils ont vraiment eu du goût et c'était très surprenant. Moi, je leur faisais ça par, par scrupule, parce que je voulais pas qu'ils n'aient accès que au texte enfantin, entre guillemets. Et au contraire, il y a eu un véritable engouement. Et regarder les différences, ah là là, c'est amusant, ah c'est devenu ça, voilà. Juste pour vous dire, peut-être parce que vous n'avez pas eu l'occasion de vivre des moments comme ça, mais ça existe. Ça marche. Voilà. D'accord, merci. Oui, sur la question de la langue, peut-être qu'on pourra s'y attarder un petit peu plus. Tout ce qui est dit, alors c'est monsieur qui voulait prendre la parole, il est là. Tout ce qui est dit dans les programmes sur l'intérêt et la pertinence de comparer les langues entre elles, au service de compétences linguistiques générales et au service de la compréhension de ce qu'est le français, ça vaut par excellence, bien évidemment, pour l'ancien français. Et j'insiste sur le fait que la dimension lexicale ou prosodique ou autre, c'est intéressant. La dimension syntaxique, c'est intéressant aussi. De leur montrer qu'il existe des cas correspondent à des fonctions, ça peut avoir, de façon simple, disons, un effet tout à fait bénéfique sur le travail de la langue. Une vertu grammaticale, tout simplement, effectivement, ça s'incarne dans la langue. Et je pense en fait qu'il peut être bon et éventuellement, effectivement, en passant par l'étrangeté, amusant pour eux de voir comment les choses fonctionnent dans ce texte-là. Mais ça, c'est un travail qu'on aurait pu faire, effectivement, dans le cadre d'une journée de formation qui n'aura pas lieu. Mais juste si on ouvre un tout petit peu, avec cette étrangeté, on va évoquer le cas du S en français. Et là, on ouvre des choses effectivement très intéressantes pour l'orthographe de nos élèves. Ce S qui, de temps en temps, est une marque du singulier quand on est en conjugaison tu chantes, qui est une marque du pluriel de temps en temps, voilà, qui de temps en temps est une marque d'autre chose. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Le S, ça ouvre de vraies perspectives du latin aujourd'hui, qui vont permettre de travailler. Oui. Oui, bonjour. En fait, Jean-Emmanuel Pécaud, collège... pardon, excusez-moi. Oui, j'ai oublié, à Saint-Denis. En fait, je voulais juste savoir, parce que je me pose tout le temps la question, là je suis dans la ruse et le mensonge avec mes élèves, et j'arrête pas de me poser la question si je dois faire le roman de Renard ou pas. Donc pour vous, c'est tranché. Est-ce que vous pourriez expliciter les raisons, s'il vous plaît ? Je suis pas sûre de vous avoir bien entendu. Vous vous posez la question de savoir si vous devez faire le roman de Renard ? Voilà, je sais pas pourquoi, je fais que d'y penser. À propos de ruse et mensonge, voilà, oui. Alors, non, écoutez, franchement, je pense en fait que... Et évidemment, je vais prendre la chose par la tangente. J'ai vu aussi que dans le programme, il y avait des questionnements libres. Et j'ai trouvé ça très très pratique. Et je me suis dit, oh, ça pourrait leur donner l'occasion, effectivement, de ne pas se prendre les pieds dans le tapis en fait, du programme. Parce que là, ruse et mensonge, Renard ment-il ? Renard construit en fait des fictions. Donc vous pouvez prendre effectivement tout mauvais tour que Renard joue à l'un des protagonistes de l'histoire comme un mensonge. Mais est-ce qu'il ment véritablement ? Est-ce que l'autre n'a pas les moyens de savoir ? Vous pouvez réfléchir et problématiser sur la notion de mensonge à partir, je ne sais pas, par exemple de ce qu'il dit à Tieslin. En fait, là, il lui dit la vérité. Mais il lui dit la vérité avec un but, qui est d'obtenir quelque chose qui n'a rien à voir avec son discours. Est-ce que c'est un mensonge ? Et on peut prendre autre chose. Alors à ce moment-là, vous voyez ce qu'il raconte, je ne sais pas moi, à Isengrin. Là, c'est un vrai mensonge, vous voyez. Donc vous pouvez réfléchir en fait aux différentes valeurs de la parole, me semble-t-il, et problématiser cette notion-là. La notion de ruse, je ne sais pas en fait. Renard n'est pas rusé. Renard est éclatant. Renard avance, à mon sens, en fait, très souvent à visage découvert. Alors peut-être que vous vous posez la question en fait de savoir que faire avec les masques. Qu'est-ce que c'est en fait que cette histoire de masques ? C'est pas vraiment des masques. Ils ne masquent rien du tout, ils cachent rien, puisque justement, les personnages ne sont jamais autant eux-mêmes que lorsqu'ils portent des masques. Donc réfléchir en fait à cette question et voir plutôt dans le masque quelque chose qui se rapprocherait de l'allégorie, enfin je ne sais pas. Vous voyez, donc peut-être en fait, vraiment l'intitulé en question, j'ai pas voulu m'y arrêter tout à l'heure, mais vraiment, c'est étrange. Enfin, je comprends pas ce que ça veut dire, moi, mais je sais pas.
Mensonge, ruse et masque, bon, c'est pas du tout la même chose. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, moi, je sais pas. Donc, prenons-les comme des perches, hein, comme un matériau de travail. Hein, voilà, c'est le cas de le dire. Mais je pense qu'une des façons de comprendre la réticence de notre interlocutrice à traiter Renard en 5e, c'est tout simplement de rappeler que c'est un texte difficile et compliqué. Hein, et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous l'appréhendez, mais moi, quand je vois des cours sur Renard dans les différents collèges de l'Académie, c'est un petit peu comme Molière, les élèves rient peu. Hein, c'est pas spontanément quelque chose qu'ils trouvent comique. Donc si c'est pas vraiment comique, qu'est-ce que c'est? Hein, et donc emparons-nous de tous les enjeux qui nous ont été proposés. Bonjour, Pierre Zoberman de Paris 13, donc je parlerai cet après-midi. J'étais très intéressé, ça revient tout le temps la notion de contexte, contextualisé. Donc je me disais que peut-être même pour Lancelot, on pourrait penser à Érec et Énide, où il y a aussi la question de l'héroïsme et de l'amour conjugal, d'ailleurs qui est un peu intéressant parce que c'est aussi peut-être nouveau. Pour Villon, je pensais aussi que la question du genre est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a les ballades des dames du temps jadis, il y a Margot, et puis il y a les ballades, enfin ces poèmes divers avec la ballade des contre-vérités, innées, bien conseillées qu'amoureux. Donc on peut jouer aussi, me semble-t-il, là-dessus. Mais ma vraie remarque, c'est en tant que 17e, puisque vous avez fait appel à nous. Et je trouve aussi tout à fait intéressante cette idée de penser Renard en tant que dans le contexte d'un régime politique féodal où c'est le primus inter pares, et de comparer par exemple au sens que peut prendre une fable comme Les animaux malades de la peste, quand justement le régime a évolué vers un régime monarchique absolu, avec au contraire l'idée que là, on a complètement abandonné le modèle impérial hérité d'Auguste pour arriver au contraire à l'idée que tout le monde est heureux, certes, mais sous le gouvernement d'un roi qui incarne en somme à lui seul le pouvoir. Donc je pense qu'effectivement, il y a là des tas de choses qui contribuent à faire prendre conscience de ce contexte politique, littéraire, culturel, etc. C'est sûr, je pense que... Moi, je suis en train de me dire que, d'une certaine façon, en fait, et c'était un petit peu l'objectif aussi de ma présentation, à mon sens, en fait, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est à vous emparer de toutes ces œuvres, et après, c'est ces œuvres qui vont vous parler à vous, elles vont vous dire quelque chose, ça ne me dit rien, ou ça me dit, effectivement, d'avoir envie de parler de ça pour illustrer tel ou tel aspect des choses. Mais je ne crois pas du tout, en fait, que vous deviez faire la démarche inverse. Alors, je sais que ça va vous demander beaucoup de travail, mais ça, c'est normal, c'est votre travail. Et donc, il n'y a pas de raison, en fait, de ne pas l'accomplir. Et encore une fois, si vous le faites, il est évident, en fait, que le public que vous aurez en face de vous, vous le rendra au centuple. Parce qu'en fait, ils auront le sentiment de quelque chose de résistant, vous voyez. Et ils n'auront pas le sentiment, effectivement, qu'on essaye d'illustrer ou de se poser des questions qui n'en sont peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Hein, mais je crois, en effet, que, du coup, vous pourriez tout à fait aussi vous dire, dans ces cas-là, je déshistorise, si je puis dire. C'est pas une bonne idée, peut-être, je sais pas. Mais on pourrait réfléchir aux figures du pouvoir en voyant l'évolution du pouvoir entre XIIe et XVIIe siècle. Prendre les deux fables de La Fontaine, enfin les deux fables en fait, du corbeau et du renard, et voir effectivement comment elles se comportent. Enfin, c'est quelque chose qui peut effectivement être très porteur, me semble-t-il, pour la réflexion sur le pouvoir politique. Mais à vous de voir ensuite comment construire votre année. C'est là effectivement que le travail intervient, et qu'il intervient très probablement en amont aussi de l'année scolaire. Donc, je suis en train de vous suggérer en fait un calendrier d'universitaire pour travailler l'été. C'est à vous de voir. On a l'été, on a l'été. Peut-être c'est pour en faire quelque chose. Hein. C'est pas, on fait tous des choses l'été, mais plein de choses, je veux dire. Une chose avant d'aborder ce point-là, on est en train en fait de vous encourager d'une certaine façon à ne pas hésiter à retourner vers les sources un peu savantes, hein, pour avoir un traitement, je dirais, plus vif des textes eux-mêmes. C'est-à-dire, n'en restons pas, par exemple, un renard qui serait vu à travers les fables de La Fontaine, elles-mêmes digérées par la comtesse de Ségur, qui devient quelque chose d'un peu moralisant et convenu, qui laisse nos élèves relativement distants. Hein. Donc non, travaillons les textes. Hein. Peut-être une question, puis après il y avait un point important.
Bon, comme je disais, c'est pas une question. Bon, c'est vrai que moi, j'enseigne depuis maintenant, on va dire 28 ans. Et j'ai connu donc plusieurs réformes et plusieurs programmes. Et je pense qu'il y a des jeunes, de plus en plus, évidemment, qui sont plus jeunes que moi, bien sûr. Et je voulais dire que quand moi j'ai commencé, justement, dans les programmes, il n'y avait pas cette différence de siècle qu'on nous a ensuite imposée. Et ce que vous venez de dire aujourd'hui, bon, qui sonne avec un écho moderne, en vérité, c'est vraiment ce que moi j'ai connu en fait quand j'ai commencé. C'est-à-dire que les manuels ne se limitaient pas, comment dire, à des siècles précis, et on avait des problématiques. Et ces problématiques, il n'y avait pas de séquence à l'époque, bien sûr, mais il y avait des problématiques, et les problématiques étaient abordées avec des siècles de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des textes de n'importe quel autre siècle, en vérité. Si je comprends bien, on peut continuer à faire pareil. Ben, je pense qu'on est revenu à ça, et c'est pas plus mal. Et deux choses là. En fait, il y a le moment où il y a eu cette chronologie, c'était dans une volonté de cohérence par rapport au programme d'histoire en particulier. Là, à la fois, on y est lié et puis on s'en libère un petit peu. Et je dirais, c'est pas une suppression de l'historicisme, c'est-à-dire qu'il est quand même bien rappelé en tant que tel. Et il s'agit pour le coup bien de construire des problématiques séquencées, donc dans des temps bien déterminés, qui peuvent mettre en tension les textes. Donc c'est pas tout à fait comme quand il n'y avait pas tous les éléments que vous citez. C'est dit, hein. Là, en particulier, j'insiste en effet, comme le faisait l'intervenante, sur ces fameuses séquences libres, qui sont ce que certains, y compris les inspecteurs généraux, appelaient la 5e colonne. Il faut s'en emparer. Vous avez le droit de faire une séquence par an qui est entièrement de votre cru, et ce qui vous permet, pour le coup, de puiser dans des textes qui vous intéressent. Il y avait peut-être une dernière chose que je vais rendre rapide, vu l'heure, et que du coup, je ne vais pas formuler sous forme de questions, mais de remerciements. Je voulais dire merci pour les liens qui nous permettent d'écouter les textes du Moyen-Âge. Ce sera très fécond. Une expression que vous avez utilisée, il me semble que c'était ça à propos de la lecture, comme un espace spectaculaire de la performance. On a vraiment une piste très fertile, là, je crois, dans nos classes pour faire lire, travailler la lecture. C'est dans les entrées du programme. Donc on a quelque chose là, soit en restitution de notre étude, mais peut-être aussi à réfléchir autour du récit oral, du brouillonnage, de la façon de mettre en mots à l'oral, ensemble, pour le groupe, pour donner à entendre des textes, et donc du coup travailler aussi l'écrit un peu long à travers ça. On a sûrement des pistes là à inventer, à travailler, qui vont être très porteuses et qui du coup vont développer des choses. Tant mieux. Alors donc vous verrez dans le petit fascicule en question, je vous ai fourni plusieurs choses. Là j'ai fait entendre en fait une version donc en prononciation moderne. Denis Podalides ne fait rien que de lire comme vous et moi on pourrait lire. Une version en prononciation restituée, de la musique, et vous aurez aussi un petit spectacle en fait que je trouve pour ma part assez intéressant, qui a été construit en fait autour de François Billon par un collègue qui s'appelle Pierre Longonès, et qui en fait a mis quelque chose, qui a construit une création en fait. Il joue la vie de François Villon, il joue le personnage de François Villon à la fois comme poète et puis comme ce mauvais garçon qui a eu tous les ennuis avec la justice qu'on sait. Et donc en fait il met en scène le dossier de justice en fait de François avec en résonance en fait avec les textes du Testament. À vous de voir, parce que c'est pareil, c'est difficile à utiliser, c'est un très beau moment de théâtre. Maintenant, moi, je ne pense pas évidemment à cette histoire de effectivement leur apprendre à lire et à se mettre en fait en voix eux-mêmes et à voir comment faire les choses. Mais je pense en effet qu'on peut leur apprendre à faire ça. Je pense. Ces textes. En tout cas, on a des recommandations en ce sens dans les programmes aussi, il me semble. Donc voilà, on peut s'en Maria, expliciter le brouillonnage. Vous me donnez combien de temps? Le fait, il me semblait là, juste en écoutant
les enregistrements, qu'on pouvait aussi proposer aux élèves de passer par exemple dans un travail de groupe, de passer par un récit qu'on construit d'abord ensemble pour travailler d'abord la planification avant de se mettre à l'écrit. On sait que se mettre à l'écrit pour nos élèves, c'est beaucoup de compétences mélangées. Et du coup, donner un temps qui décharge un peu de la planification parce qu'on l'a fait ensemble, parce qu'on a proposé ces tentatives à l'arbitrage de ses pairs, ça peut peut-être aussi préparer d'une façon différente la façon dont on travaille le brouillon en classe. Mais je soumets ça à votre réflexion. Je vais continuer à le soumettre à la mienne aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant une pause réparatrice ? Non, on va faire comme Renard, on va se livrer à nos bas instincts pendant un petit moment. Écoutez, je vais donc mettre la liste d'émargement ici. Pour ce qui est donc des documents, tout sera en ligne dans quelques mois, le temps qu'on fasse le montage avec la vidéo, etc. Pour ce qui est des textes, donc l'alias, j'ai qu'une centaine d'exemplaires qui seront déposés en fin de journée pour les plus fidèles d'entre vous.